Ce que j'ai rencontré notamment, c'est surtout masculin, c'était des hommes qui à un moment donné se retrouvaient au chômage, après avoir exercé des responsabilités importantes, ils avaient 2 voitures, ils avaient une maison à la campagne, un appartement à Paris, et puis rien. Et puis des 250 lettres écrites à différents employeurs, et puis rien. Et à un moment donné, c'est la femme qui s'en va et qui part avec les enfants et qui repart chez ses parents, par exemple. Et alors là, la dégringolade, elle est très rapide. C'est-à-dire que la rue, la gare, le ruisseau, enfin le trou à rats, la cave, ça devient un lieu de repli extrêmement rapide, avec le cortège de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire on a tout le temps mal au ventre, on est ballonné. D'abord, on mange n'importe comment, on mange n'importe quoi. On ne mange pas, dit Marie-Paul. On meurt pas de faim en France. Hein. Il y a très peu de gens qui meurent de faim. On meurt de froid encore. On meurt de froid encore, mais on meurt ou on est malade de malnutrition parce qu'on mange n'importe comment. J'oubliais tous les troubles psychiques, toutes les pathologies psychiques. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la dépression, mais on oublie beaucoup les délires. En particulier quand on a affaire à des gens qui ont dirigé des boîtes, qui ont eu des postes importants, qui ont eu une place au soleil forte, eh bien on a d'un seul coup l'émergence de bouffées délirantes invraisemblables où les gens se prennent pour Dieu, ou se prennent pour un saint, ou se prennent pour une merde, ou se prennent ce qu'ils croient être d'ailleurs. Bref, on a une polysémie, une polymorphie de symptômes incroyable. Et là, il faut déjà restaurer le corps, il faut réparer, il faut donner un lieu pour vivre, il faut donner de l'argent pour s'habiller, se laver. Parce que, vous savez, quand vous ne pouvez plus vous laver, vous raser tous les matins, comment retrouver une image de soi qui permette d'aller demander à un employeur quelque chose. Est-ce que nos invités ont eu l'impression d'avoir des bouffées délirantes parfois? Non, pas spécialement. Pas ici en tout cas. Je vais donner la parole à un juge qui est avec nous dans le public. Vous avez peut-être entendu parler de son histoire, Philippe Lefriand. Où êtes-vous, monsieur? Bonsoir. Vous étiez juge. Vous êtes juge dans l'absolu, mais sans fonction aujourd'hui. En 88, vous avez été radié de cet ordre après avoir hébergé une prostituée chez vous. En 93, vous avez été donc amnistié, puis réhabilité. Pas encore réintégré, donc c'est ce que je disais. Pas encore. Non, pas du tout. Loin de là. Je suis toujours en conflit avec la chancellerie. Voilà. Aucun poste de juge donc ne vous a été proposé depuis ce moment-là. Aucun. Est-ce que vous regrettez d'avoir hébergé cette prostituée qui s'appelle Marie? Qui s'appelait Marie, parce que Marie est décédée le 28 février dernier, des suites d'ailleurs d'une grève de la faim qu'elle avait entamée à mon profit, vu le silence de la chancellerie à mon égard et le refus injustifié de donner une suite favorable à ma demande de réintégration, dans le sens où, étant effectivement amnistié depuis 1993, j'ai un droit virtuel, on va l'appeler ça comme ça, puisqu'il n'est pas concrétisé, j'ai un droit virtuel à être mis en activité. Ce droit virtuel m'est refusé, dans le sens où les services considèrent que ce que j'ai fait est inoubliable pour le ministère. Donc, à savoir héberger une prostituée et vivre avec elle, partager sa vie, quoi. Oui, il y avait ça. Ils essayent toujours de dire, mais vous n'avez pas fait que ça, mais ils n'ont plus le droit d'en parler puisque c'est amnistié. L'amnistie, c'est une réhabilitation, puisqu'elle fait disparaître la sanction, ce qui est paradoxal. Elle fait disparaître la sanction, et elle devra en faire disparaître les effets, c'est-à-dire le fait que je sois à l'écart. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'est vous qui avez hébergé cette femme. Oui. Ensuite, vous avez perdu votre poste. Vous avez donc perdu le salaire qui allait avec. J'ai été mis à la retraite d'office par une sanction disciplinaire. Vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais 40 ans. C'est jeune pour la retraite. Oui, d'autant plus que la retraite, on ne la touche qu'à 65 ans. Ouais. Donc j'avais 25 ans à attendre pour pouvoir éventuellement la faire valider. Donc sans aucun revenu enfin, je veux dire, prévisionnellement, pendant 25 ans. Ah, vous me dites, non, non, la retraite, je ne pourrais la toucher sur le plan de la fonction publique qu'à 65 ans.
Au prorata du nombre d'années que vous avez travaillé en plus? Et à l'époque, j'avais 20 ans d'ancienneté. Donc, à son tour, c'est elle qui vous a hébergé et qui vous a fait vivre. On vous effectivement, a soupçonné d'avoir été souteneur, alors? Alors, non, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, lorsque j'ai hébergé Marie, elle était en grand danger. Je l'ai hébergée pour la protéger. J'ai averti, et c'est là où a été peut-être mon erreur, et je l'ai toujours dit, puisqu'on m'a dit que j'avais agi par idéalisme. C'est quand même assez étonnant d'être révoqué d'une fonction par idéalisme, puisque ni ma probité ni mes mœurs n'étaient en cause, et que ça ne concernait que ma vie privée. Lorsque j'ai été donc mis à la retraite d'office, donc écarté de la fonction de juge, je me suis retrouvé donc au chômage, non indemnisable, puisque les fonctionnaires ne cotisaient pas aux assurances chômage. Donc j'ai fait un parcours de galère pendant des années, qui a duré jusqu'en 94. De 88 à 94, ça a été très complexe, quoi. Puisque j'ai été obligé de faire tout et n'importe quoi ce qui se présentait, quoi. L'intérim, chauffeur de voiture, n'importe quoi, enfin, chauffeur-livreur, enfin, tout ce qui pouvait se présenter. Parce que... Avec à côté de vous une femme qui culpabilisait, j'imagine. Alors Marie, effectivement, à cette époque, avait, grâce à mon aide d'ailleurs, s'était retirée de la prostitution, puisque c'était l'objectif qu'elle s'était fixé quand elle était venue me voir. Et elle avait un métier qu'elle avait repris, qui était comptable. Et donc c'est elle qui m'a hébergé. On a vécu ensemble à ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là que notre histoire commune a commencé, en 88. Est-ce que vous avez regretté un moment ou un autre de lui avoir tendu la main et de l'avoir accueilli sous votre toit? Non. Jamais. Je l'ai toujours dit, parce que non seulement je ne l'ai pas regretté, mais j'ai même provoqué la hiérarchie en allant leur dire que j'avais hébergé Marie. Je leur ai même dit, bah, vous avez qu'à l'entendre, ce qu'ils ont fait. Mais comme par hasard, et c'est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il n'y a aucune trace de son audition dans cette procédure. Marie n'a jamais existé. Est-ce que vous regrettez de leur avoir dit que vous hébergez Marie? Là, effectivement, je regrette de leur avoir dit, parce que si je ne leur avais pas dit, je n'aurais pas été révoqué. Et les choses, j'aurais peut-être pas vécu avec elle d'ailleurs. Parce que les choses se sont passées après. Cette histoire a été beaucoup médiatisée. Je me souviens avoir lu des articles dans la presse il y a plusieurs années, d'en avoir relu donc à la fin de l'hiver quand votre compagne est morte, dans Libération, dans le Parisien aujourd'hui, dans différents articles aussi de région. Enfin, je veux dire, la presse en a beaucoup fait l'écho. Le fait que votre histoire soit encore médiatisée aujourd'hui et que vous y participiez en venant à cette émission, est-ce que c'est pas encore vous mettre d'autres bâtons dans les roues à vous-même? C'est pas me mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas de dialogue avec la chancellerie. Ce qui est paradoxal, je suis donc contraint de venir m'expliquer par le biais des médias. Et c'est qu'en 93, si je n'étais pas passé dans les médias, je n'aurais pas obtenu mon amnistie. Parce que c'est grâce à un passage chez Mireille Dumas, Ballet-Masque, que le président Mitterrand a découvert cette histoire. Et a découvert que mon dossier de demande d'amnistie de 88 n'était encore pas arrivé sur son bureau, enfin au bureau du président. C'est quand même assez étonnant. Le dossier a mis 5 ans pour traverser, j'allais dire, quelques rues parisiennes. Bon, grâce aux médias, ça a fait évoluer les choses. Mais depuis, à nouveau, le dossier est bloqué. Si François Mitterrand regardait Ballet-Masque, espérons que Jacques Chirac regarde ça se discute et que ça aura de la suite. On peut l'espérer parce que j'ai effectivement sollicité le président de la République en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc institutionnellement, il a peut-être quelque chose à dire à ce sujet. Et d'autant plus que j'ai proposé, moi, j'ai fait des actions à la fois diplomatiques et des actions dures. Et malheureusement, même les actions dures qui ont abouti au décès de Marie au mois de février, à la suite d'une grève de la faim, n'a pas fait évoluer les choses. C'est là où je suis extrêmement choqué. Merci Monsieur Le Friant. On va demander à une psychosociologue d'intervenir. Si vous voulez ajouter quelque chose un peu plus tard, vous serez le bienvenu. C'est vous, Isabelle Métonnier, si vous voulez bien l'accueillir. Merci. Bonsoir. C'est celui-ci, monsieur, ça ne vous dérange pas, celui-ci c'est pour Joseph, plus tard dans l'émission, excusez-moi. Isabelle, vous êtes psychosociologue, vous planchez actuellement sur un ouvrage intitulé « Les jeux émotionnels, les enjeux émotionnels du travail », qui sortira prochainement. Peut-être d'abord une réaction à ce que vous avez entendu depuis le début de l'émission. Ce qui me frappe beaucoup depuis le début, quand j'entends ces histoires, c'est le discours très humain qui se dégage de toutes ces histoires. Ces personnes, en fait, disent, à leur manière, chacune,
qu'elles ont développé une profondeur, un humanisme qui est très frappant et qui est caractéristique en fait des personnes qui ont sombré et qui s'en sont sorties. Oui, ce que disait même Jérôme, il allait plus loin, il disait qu'il avait carrément changé, quoi. On pourrait penser qu'on ouvre les yeux sur des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, mais Jérôme parlait vraiment d'un changement fondamental, ça vous a surpris? Ah oui, non, ça ne m'a pas surpris, pas surprise du tout. C'est vrai que quand on a fonctionné comme ça sur des rails, quand on avait comme ça dans l'idée que la trajectoire professionnelle était toute tracée, que voilà, en plus il était polytechnicien, donc il l'est toujours, ça. Oui. Que tout roulait et que sa vie était comme ça, toute tracée. Quand il arrive un accident de cette ampleur, c'est vrai qu'on remet tout en cause, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on avait imaginé, et que du coup on change. De toutes ces crises traversées, les invités ce soir disent ressortir plus fort. Est-ce que plus fort, vous pensez que le terme est juste? Oui. Parce que cette force, elle vient vraiment de l'intérieur, elle n'est pas du tout basée sur le statut ou sur l'argent. La vraie richesse, elle est d'abord intérieure. Et c'est vraiment moi ce que j'ai entendu et ce que je retiens de tous ces discours qui ont été... Est-ce que vous pourriez essayer d'approcher une définition de cette richesse intérieure qu'ils ont su développer, enfin une définition ou un contour au moins? Bon, Monsieur Benoît, c'est ça, c'est Monsieur Benoît qui parlait un petit peu de sa quête spirituelle. Et on peut observer dans la société française et même dans d'autres pays avoisinants que le bouddhisme, par exemple, prend de plus en plus d'ampleur parce que les gens sont à la recherche d'autres valeurs que les valeurs il faut gagner, il faut avoir de la richesse. Bon. En tout cas, ce qui est très important aujourd'hui, je crois, c'est que quand on commence sa vie professionnelle, il faut toujours avoir dans l'idée que les choses ne sont jamais acquises définitivement. Et il faut se mettre dans la tête que la société, elle évolue, que la technologie, elle évolue. Je crois que c'est le cas des plus jeunes générations, ils le savent maintenant. Et oui, et ça c'est bien parce que cette capacité d'adaptation qu'on peut, si on la développe en soi, ça veut dire qu'on peut développer sa capacité justement à anticiper, à faire le deuil, à rebondir. À s'adapter à toutes les situations, quoi. Et en même temps, c'est vrai que quand on tombe comme ça très bas, si on ne peut pas s'en sortir, alors lui je parlais justement peut-être parler aussi de l'aspect négatif des choses. Si on ne peut pas s'en sortir, là c'est, je dirais, c'est de pire en pire et c'est la chute